Bonjour à tout le monde. Nous voici pour ce second forum de la matinée du SIAPRO que j'ai l'honneur d'animer avec mes deux autres collègues, Pierre Compère et Marie-Laure Eustache. Nous avons préparé un programme sur 3 jours non-stop complet entre des interventions plutôt de conférenciers, c'est ici, et puis des interventions après au Café des Agris qui suivront avec des agriculteurs pour parler de leur expérience et faire du partage d'expérience. Nous sommes aujourd'hui sur un thème qui est un peu sociologique et économique. En fait, je suis agriculteur, je me place à la place de l'agriculteur, je veux développer une activité agro-industrielle, énergétique, un plan d'eau. Comment faire pour que mon projet soit compris et soutenu par mon voisinage au sens large ? Et pour commencer cela, j'ai donc l'honneur d'avoir 3 intervenants, en commençant par Karine Séby, qui est professeure associée d'économie à Grenoble École de Management et qui est directrice de la chaire Energy for Society. Et elle est particulièrement experte dans le domaine de toutes ces données énergétiques. Antoine Bouzin, c'est un docteur. C'est un doctorant en cours, si j'ai bien compris, mais il est ingénieur de formation hydraulique des fluides avec une option génie de l'environnement. Et il nous parlera également, avec plusieurs études qu'il a fait sur le terrain, de son expérience sur l'acceptation sociétale de ces projets. Et puis Timothée Dufour, qu'on ne présente même plus, c'est l'avocat du monde agricole, en tout cas. Et Timothée, merci vraiment d'avoir fait l'effort d'être là parce qu'il va devoir nous quitter avant la fin. On organisera le programme un peu en conséquence parce qu'il a une audience en référé. Et effectivement, les tribunaux ne peuvent pas attendre, c'est comme les TGV. Antoine. Mais commençons tout d'abord par une première question peut-être à Karine et puis à Antoine. Cette question de cohabitation entre les agriculteurs et le voisinage pour des projets agricoles énergétiques, de méthanisation, photovoltaïque ou même hydraulique. En fait, est-ce que c'est une question récente ou est-ce qu'elle existait déjà depuis longtemps ? Karine, Antoine. Merci Alain, merci aussi à Pro aussi pour votre invitation et bonjour à toutes et à tous. Alors, ça serait difficile pour moi de répondre sur le cas de la méthanisation parce que ça fait que 3 ans en fait qu'on étudie le sujet, mais le sujet de l'adhésion sociale dans la littérature, il est bien connu. En anglais, on a même un acronyme pour le décrire, c'est le NIMBY, le Not in My Backyard, qui décrit, on va dire, les contestations à la fois locales, mais aussi sociopolitiques à un niveau plus national des infrastructures énergétiques. Et ça s'applique aussi dans le cadre de la méthanisation. Mais bon, je vais faire attention parce que je crois qu'il y a des sociologues à côté. Et il ne faut pas non plus que ce NIMBY, en fait, ça se résume à un refus catégorique. C'est plutôt pour décrire un attachement à un territoire. L'identité du porteur du projet aussi peut avoir un impact sur l'adhésion et le projet en lui-même. Et donc là, aujourd'hui, moi, je suis plutôt... mes études, elles portent sur la méthanisation. J'ai étudié aussi le cas de l'éolien, où là, on a aussi un gros problème. C'est beaucoup plus clivant que la méthanisation. On a un niveau de soutien qui est le même. Le problème, c'est plutôt le rejet. Et ce rejet, on l'explique par une asymétrie entre la valeur qui va être créée par le porteur du projet et les retombées, les non-retombées, j'ai plutôt envie de dire, ou les inconvénients qui vont être perçus par les riverains qui sont autour. C'est ça qui va expliquer, on va dire, une moindre adhésion. C'est cette asymétrie entre les bénéfices qui vont être tirés par l'agriculteur méthaniseur et les contreparties, on va dire, négatives que vont percevoir les riverains. Bonjour à toutes et à tous. Je me joins aux remerciements de Karine. Merci beaucoup Alain pour l'invitation et merci à toute l'équipe du SIAPRO pour l'organisation de cet événement et de cette table ronde. Bon, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Karine. J'aimerais juste rajouter que les controverses avec l'installation d'activités industrielles, elle n'est pas du tout nouvelle et on trouve des traces dès le 19e siècle en fait, de controverses entre des riverains et des activités industrielles qui se créent. Pour ce qui est des activités agro-industrielles, puisque tu as rappelé le titre de la table ronde, Alain, je dirais qu'il y a une intensification progressive, notamment depuis la seconde partie du XXe siècle, puisque c'est à ce moment-là qu'on va observer une spécialisation de l'environnement, ou en tout cas une spécialisation des usages de l'environnement. C'est-à-dire que vont coexister 2 usages de l'environnement, un usage, on va dire, de l'environnement comme
activité productive, c'est le cas notamment des mondes agricoles, et une spécialisation de l'environnement comme cadre de vie, aménité, et donc plutôt les riverains. Et donc ces spécialisations de l'usage de l'environnement vont effectivement créer des frictions et donc des conflits comme ceux dont on va discuter ce matin. Mais une autre question pour prolonger, Karine et Antoine, est-ce qu'il y a des projets agro-industriels qui sont plus acceptables que d'autres ou certains qui sont moins acceptables? Et j'entends dire aussi qu'il ne faut plus parler de l'acceptabilité, mais de l'appropriation. Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est un problème sémantique? Alors pour le problème sémantique, je pense que je laisserai Antoine répondre, mais j'entends aussi parler de désirabilité. Moi, ce que je peux dire, c'est que en fait, il y a des antécédents qui vont aussi avoir un impact, peu importe le type de projet. Quels sont ces antécédents? Ça va être dans quel territoire en fait le projet va s'installer. Est-ce que c'est un désert démographique, un désert économique? Forcément, si jamais vous êtes un agriculteur, que vous allez implanter votre projet dans un lieu en fait où il n'y a personne et il y a une chute économique, il va être plus accepté si jamais vous allez dans un paysage de carte postale avec une urbanisation ou une périurbanisation qui est en train de s'opérer. Donc si on met de côté ces antécédents, après concernant la méthanisation en tout cas, il y a des types de projets qui peuvent plus ou moins améliorer l'adhésion sociale. L'identité du porteur de projet, déjà, le fait que ce soit un agriculteur, il va y avoir un capital de confiance qui va être plus fort que si jamais vous êtes un énergéticien, puisque vous êtes un acteur économique local, vous connaissez le territoire. Il y a une histoire, en fait, qui est beaucoup plus lisible pour la communauté locale. Le type d'intrant aussi que vous allez mettre dans le méthaniseur peut avoir un fort impact sur la méthanisation. Si jamais vous allez valoriser des déchets existants comme des déjections animales, des effluents d'élevage, là, ça va être beaucoup plus facile à faire comprendre, on va dire, à la communauté locale que si jamais vous allez mettre des cultures dédiées, même si il y a une réglementation qui est stricte sur le sujet, je pense qu'on y reviendra, ou des cives. Et enfin, il y a un dernier facteur qui peut influencer l'adhésion, c'est une fois que vous avez mis vos déchets dans le ventre du méthaniseur, c'est la valorisation de l'énergie produite. Et là aussi, il y a deux types, si on doit vraiment simplifier. Il y a soit la cogénération, soit l'injection au réseau. Et la cogénération, c'est vrai qu'elle, là, encore une fois, elle va donner du lien et elle va être synonyme d'économie circulaire parce que vous allez pouvoir peut-être mettre un chauffage urbain avec la chaleur qui va chauffer le lycée professionnel du coin, etc., qui va avoir plus de sens pour la population que si jamais vous injectiez directement sur le réseau. Donc ce sont tous ces petits facteurs-là qui expliquent et après, en fonction, on a des tactiques qui permettent d'améliorer l'adhésion. Mais je m'en arrête là. Peut-être sur la notion effectivement d'acceptabilité. Alors c'est un terme qui est éminemment polysémique, hein. Donc c'est-à-dire que chaque acteur, actrice y injecte le sens, les significations, les perceptions qu'il et elle choisit. Alors la critique de l'acceptation ou de l'acceptabilité, elle renvoie souvent à une représentation des modalités d'action de l'État et notamment une représentation qui date des années 60-70, hein, celui de la représentation de l'État modernisateur, de l'État constructeur. Et donc ce qui est critiqué souvent derrière le terme d'acceptation, d'acceptabilité, c'est le caractère technocratique des modalités d'action publique. Et là, l'image d'Épinal, c'est Plogoff, c'est le programme nucléaire, c'est l'État qui décide que ici se construira une centrale nucléaire ou ici se construira telle infrastructure. Donc derrière, ce qui est reproché à l'acceptabilité, ou en tout cas cette notion-là, et encore une fois qui est éminemment polysémique, hein, c'est-à-dire que la diversité des acteurs et des actrices qui mobilisent ce terme-là n'entendent pas ce que je vais dire maintenant, mais c'est cette idée que voilà, les maîtres d'ouvrage, que ce soit l'État, que ce soit des acteurs privés, ont déjà la bonne solution et il s'agirait de faire de la pédagogie pour expliquer aux personnes extérieures au projet dans quelle mesure elles se trompent éventuellement et à quel point les maîtres d'ouvrage ont raison. Et c'est là où ça renvoie exactement à ce que disait Karine, c'est les modalités de construction de projet, de la consultation, de la coopération entre les maîtres d'ouvrage et les riverains et les autres parties prenantes. Merci. Alors, Timothée, quand la concertation n'aboutit pas et que les dossiers viennent chez toi, je suppose, ou qu'ils viennent dans une dimension conflictuelle, est-ce qu'il y a en fait des causes généralement d'échec de cette concertation qui arrivent à ce que les dossiers arrivent chez toi finalement? Alors Alain, plusieurs observations. La première, c'est que la question de l'acceptabilité sociale d'un projet, en l'occurrence énergétique, la même question se pose pour tous les projets en France, industriels, agricoles ou pas.
Si je prends l'exemple des petites scieries, moi qui ai une affection particulière pour ce domaine aussi, ce secteur du bois, c'est tout aussi difficile d'installer, d'étendre, d'améliorer une petite scierie aujourd'hui. Vous allez avoir les mêmes situations conflictuelles. Même chose pour un élevage, volailles, bovins. Vous avez aujourd'hui une conflictualité, une augmentation consécutive de ces contentieux. Et naturellement, les projets énergétiques n'y échappent pas. La deuxième série d'observations, Alain, c'est sur la qualité de celles et ceux qui attaquent ces projets. Il y a peut-être une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, c'était Madame X, Madame Duchemuche, qui attaquait les projets, la voisine. Mais j'ai envie de vous répondre, il y a toujours eu des contentieux de voisinage dans les territoires ruraux. Ce qui est assez intéressant, ce que je vois moi de plus en plus, c'est que celles et ceux qui attaquent, ce n'est pas Madame Duchemuche, ce sont des associations départementales, des associations dont l'objet social était dans les années 80 la préservation du patrimoine historique, la préservation de la vallée X, la lutte contre l'enfouissement des déchets nucléaires. Et progressivement, finalement, ces associations ont dévoyé leur objet social et l'ont modifié à tel point que leur objet dorénavant aujourd'hui, c'est, si je puis dire, s'opposer à tous les projets ICPE, donc installations classées pour la protection de l'environnement, qui sont situés sur le territoire de l'objet social de cette association. Et donc ce sont aujourd'hui véritablement ces interlocuteurs qui sont les principaux opposants de celles et ceux qui se lancent dans ces projets énergétiques. Petit 3, Alain, pour en venir maintenant à ta question précise. Moi, je regrette, et je le dis, j'ai rédigé d'ailleurs récemment un livre que j'ai intitulé « La défense est dans le pré », co-rédigé avec Éric de la Chesnée du Figaro. Dans ce livre, je parle naturellement des contentieux qui touchent l'activité agricole, mais je parle aussi de ces contentieux qui touchent la méthanisation. Et je regrette, et je le dis parce que moi-même, en tant qu'avocat, j'ai évolué dans ma compréhension de ces litiges, dans la compréhension de ces dossiers, où il y a peut-être 10 ans, j'étais dans une optique les agriculteurs ont raison, on doit y aller, on doit y aller, on doit y aller. Mais je me rends compte, Alain, que nos agriculteurs ont aussi parfois une part de responsabilité dans les contentieux. Parce que c'est jamais blanc ou noir. Quand vous lisez la presse régionale, que vous vous rendez compte que tel projet est attaqué, tel projet est devant le tribunal administratif ou tel projet a été annulé, mais quand vous creusez le dossier, Alain, c'est que c'est pas tout clean. Vous vous rendez compte que le bureau d'études qui a accompagné l'agriculteur n'a pas examiné un pan de la loi. Quand j'entends qu'un projet a été retoqué en Loire-Atlantique, mais nous sommes à 700 mètres de la mer, il y a ce qu'on appelle la loi littorale, on se doit de la respecter, on se doit de la regarder. Donc vous voyez, je pense que il y a aujourd'hui un vrai travail qu'il faut qu'on fasse quand on est agriculteur, de s'attarder à avoir un dossier qui soit béton. Voilà. Je crois qu'on va beaucoup trop vite dans la constitution des dossiers ICPE, et ça, c'est une erreur. La deuxième chose, Alain, sur ces contentieux, c'est que souvent le voisinage et ces associations apprennent les projets par la presse. Le maire ou le président de l'intercommunalité apprend le projet par un mail adressé un dimanche soir. Et ça, je pense qu'on a un effort aussi à faire. L'individualisme, il touche toute la société française. Le monde agricole n'y échappe pas. Et je crois qu'on est aujourd'hui dans un monde où on croit qu'on peut encore vivre dans les années 60. Mais les années 60, c'était un monde où dans les villages, on se parlait. Il y avait des baptêmes, il y avait des mariages, on se parlait régulièrement. Aujourd'hui, ces occasions de sociabilité, de rencontres, on ne les a plus. Et donc, à nous, agriculteurs aussi, de les provoquer. Vous savez, dans ma famille, mes grands-parents, quand on allait aux assemblées générales de FDSEA, on y allait tous. On ne faisait pas des relances pour remplir des salles. Mais aujourd'hui, regardez comment c'est compliqué pour les assemblées générales, les interprofessions, de faire salle comble. Parce que chacun est dans son petit monde, chacun est dans son tracteur, chacun est dans son projet, et on a perdu cette dimension communautaire. Donc, il y a un vrai sujet à faire, Alain, à la fois de travail de son dossier, en cohérence avec la nouvelle réglementation, alors qu'on fasse un travail d'accélération de ces projets, c'est une chose, mais en l'état, il y a un droit, il faut qu'on le respecte. Et puis deux, un travail de co-construction dans la mesure du possible. Tout n'est pas possible, hein, la co-construction, tout n'est pas possible. Mais qu'il y ait un minimum de dialogue, ça me paraît essentiel. Mais alors justement, là tu parles de l'aspect judiciaire et du tribunal. Mais est-ce que tu es, toi, sollicité par un certain nombre d'agriculteurs ou de porteurs de projets en amont pour avoir des conseils afin d'améliorer la concertation ou l'acceptabilité? Non, jamais. Jamais, parce que... tu as une image de ce qu'il ne faut pas faire quand tu es au tribunal et que tu plaides et que tu l'as vécu. Et donc tu as des conseils peut-être à donner anticipateurs.
Alors, ce que je fais, Alain, c'est que déjà, on a l'occasion de le faire ensemble ce matin et c'est une très, très bonne chose. Je le fais, en tout cas, à titre personnel, lorsque j'interviens dans les assemblées générales. Vous savez, je pense que c'est une responsabilité collective, Alain. C'est-à-dire que moi, j'ai ma responsabilité en tant que juriste d'alerter. Les interpros, les filières ont leur propre responsabilité de sensibiliser les agriculteurs. Et je dirais que les bureaux d'études, conseils et chambres d'agriculture, ont aussi leur propre responsabilité. Je pense que si chacun à sa place, on véhicule ce message d'alerte préventif, à mon avis, on aura quelque chose de différent dans les prochaines années. Je note quand même que ça évolue, Alain. Ça évolue, mais il ne faut pas non plus être toujours... il faut toujours mesurer son propos. Il y a quand même une minorité qui refuse systématiquement ces projets. Il ne faut pas qu'on se leurre là-dessus. Moi, j'appelle au dialogue, j'appelle à la construction, mais je vois quand même apparaître une minorité qui n'en veut pas. Non à la volaille, non au porc, non à la méthanisation, non à l'agrivoltaïsme. Donc, que faire quand le dialogue n'est pas possible, Alain? Ce sera peut-être une question, on en parlera. Mais bien évidemment, là, le contentieux, on ne peut pas y échapper. Et le débat se déplacera dans le prétoire. Mais c'est aussi un débat public où on se doit d'argumenter. Mais alors, je reviens à Karine et Antoine. En fait, parce que c'est Antoine qui, dans la préparation, m'a fait penser à cela. Ces projets sont perçus comme des projets souvent industriels et donc un peu antinomiques avec l'activité agricole qui se définit pour le citoyen commun, Madame Dumuche, comme tu dis, comme naturel. Ben, ce ne sont même pas des projets naturels. Donc, en quoi un projet industriel pour un agriculteur n'est pas un gros mot? Comment tu le vois, Antoine, et peut-être Karine? Oui, il y a, ça c'est quelque chose c'est le résultat de la division sociale du travail qu'on observe, que Durkheim observe déjà depuis la fin du 19e siècle, et le fait qu'on ne sait plus vraiment quelles sont les normes, les valeurs, les pratiques des métiers, des activités qui coexistent sur un même territoire, à l'échelle nationale ou autre. Donc oui, il y a la représentation du monde agricole, elle est extrêmement différente en termes dans la population que telle qu'elle se pratique réellement par les professionnels de ce secteur-là. Donc il y a un gros sujet effectivement sur ce que c'est que l'industrialisation. C'est quelque chose qui a pu être désiré, je pense, au moment de la modernisation, dans la seconde partie du XXe siècle. Aujourd'hui, l'industrie, ça renvoie à quelque chose de plutôt sale, ça renvoie à la pollution, ça renvoie à des dangers environnementaux, à des dangers sanitaires. Donc il y a toute la question des représentations de ce qu'est l'industrie, et je pense qu'on peut reprendre vraiment des définitions plus issues des sciences humaines et sociales sur ce que c'est que l'industrie. L'industrie, c'est une concentration de moyens techniques pour produire dans des grandes quantités. Voilà. Après, on peut s'ajouter à un débat moral sur est-ce qu'on trouve ça intéressant, pourquoi faire. On peut avoir un débat éthique, déontologique, conséquentialiste sur cette production. Mais l'industrie, c'est ça. Et l'industrie, elle n'est pas spécifique au monde agricole. L'industrie, d'ailleurs, elle touche le secteur agricole bien plus tard que beaucoup d'autres secteurs d'activité. Donc en fait, je pense qu'il y a vraiment un enjeu à désamorcer, ou en tout cas discuter sur ce que veut dire l'industrie, l'industrialisation, et avoir un débat aussi vraiment serein et apaisé sur le sujet. Karine, tu veux rajouter quelque chose? Alors moi, je vais être une mauvaise élève, je ne vais pas répondre à ta question, mais j'ai plutôt envie de rebondir sur tout ce qu'a dit Timothée, parce que je trouvais que c'est très intéressant, parce que vous êtes dans le réel, dans le concret, et tout ce que vous avez dit, au final, quand on lit la littérature scientifique, on le retrace. Et je suis complètement d'accord avec vous que là, on est en train de discuter d'agri-PV, de méthanisation, etc. Mais pour n'importe quel type d'infrastructure, en fait, on peut retrouver ces caractéristiques-là. Et vous avez en fait parlé de toutes les dimensions de l'adhésion sociale, qui n'est pas que communautaire. C'est vrai que l'adhésion sociale, ce n'est pas uniquement la population qui est locale, mais aussi c'est l'adhésion sociopolitique. C'est la manière dont on va discuter au niveau national, et justement toutes ces associations qui vont faire le relais et qui vont essayer de trouver des points en fait de relais dans les territoires pour mener le combat contre l'agri-PV, la méthanisation, etc. Et ce qu'on a vu, nous, dans la littérature, c'est qu'on a fait une sorte de mapping des parties prenantes. Donc, vous avez les parties prenantes directes, ça va être les agriculteurs et ceux qui vont les accompagner. Donc, on a parlé des bureaux d'études, les avocats, etc., qui vont être là pour soutenir les projets. Mais il ne faut vraiment pas ignorer toutes les parties prenantes indirectes, celles qui vont justement en subir les conséquences, celles dont je parlais au début. Et là, nous, on a lu une centaine d'articles scientifiques en sciences, en sociologie, en économie, pas que. Et on voit que d'une manière générale, revient toujours une matrice qui va caractériser les parties prenantes indirectes, selon qu'ils sont pragmatiques ou dogmatiques, et qu'ils soient passifs ou vocaux. Et le risque, justement, c'est que ce soit les dogmatiques actifs, c'est-à-dire qui vont gueuler fort,
contamine, si je devais être grossière, les autres parties prenantes. Et c'est là, en fait, où ça commence à devenir fragile. Et c'est pour ça que la concertation, la transparence, la communication en amont, elle est clé. Et je suis complètement d'accord avec vous, parce que ce ne doit pas être une minorité visible qui doit cacher une majorité qui adhère au projet. Mais on a, j'y reviendrai plus tard, mais il y a des tactiques, il y a des accompagnements qui peuvent être faits. Mais il ne faut pas l'ignorer, en fait, qu'il y a les riverains ou même l'adhésion, ce n'est pas un bloc homogène. Il y a des hétérogénéités, il faut faire attention justement à bien appréhender cela. Et je pense qu'un agriculteur, déjà, on lui demande déjà beaucoup. Moi, quand j'ai commencé cette étude de terrain sur la méthanisation, je me suis dit, mais comment c'est possible? Déjà, 365 jours par année, ils sont avec leur exploitation. Mais en plus, ils doivent maintenant devenir des industriels avec des réglementations et des normes ICPE qui sont... C'est complètement fou. Donc en plus, on ne peut pas leur demander d'être de super bons communicants. C'est pas possible. Je reviens à Timothée. Timothée, tu parles des associations qui se sont amplifiées dans tous ces dossiers. Quels sont généralement les arguments que ces associations prennent pour s'opposer à des dossiers de cette nature? Alors, et est-ce que... Excuse-moi, je prolonge parce que je sais que tu vas parler. Est-ce qu'il y a de plus en plus une connaissance de l'aspect juridique des choses des associations qui intègrent une bonne connaissance juridique pour essayer de s'opposer à ces projets? Alors, ce que je remarque, plusieurs choses, c'est que la stratégie des opposants, elle est double. Soit ils vont attaquer ce que j'appelle les autorisations administratives, donc la partie permis de construire, la question de l'arrêté ICPE, donc les autorisations. Soit ils vont attaquer sur le terrain de l'exploitation. J'ai l'habitude de dire, Alain, l'acceptabilité sociale, elle se vit tout au long du cycle de l'exploitation. Ce n'est pas parce que vous avez conçu, ce n'est pas parce que vous avez construit que c'est terminé. L'acceptabilité, moi je le dis, hein, c'est tout au long de la vie de l'exploitation, c'est tout au long de nos propres vies. Et ce qui veut dire qu'au cours d'exploitation, moi je vois aussi fleurir ce que j'appelle des contentieux troubles anormaux de voisinage. C'est-à-dire que là, on ne va pas attaquer l'autorisation, on va attaquer ce qu'ils appellent la nuisance sonore, olfactive et visuelle accentuée par la rose des vents. C'est ce que j'ai pu voir souvent dans des écritures. C'est-à-dire que vous voyez, vous avez même des associations qui vont aller voir le circuit de ces vents pour essayer de le caractériser, essayer de démontrer que ces vents se retournent sur leur pavillon Kaufmann & Broad. Parce que, pardonnez-moi pour l'image, Alain, vous comprenez bien que tous ces pavillons qui ont fleuri en lisière de communes, c'est aussi ça qui naît le contentieux. Nos élevages, nos projets de méta, j'allais dire, ils n'auraient jamais été attaqués dans les années 80, puisqu'on était sur des habitants qui faisaient partie de père en fils de l'histoire de ces communes. Mais la multiplication de ces pavillons secondaires qu'on voit notamment dans l'Oise, qui est une terre riche en méthanisation, les Hauts-de-France, c'est quand même une région assez caractéristique de ces projets-là, ces contentieux, moi je le vois, c'est toujours le même profil. Il travaille dans une grande ville, 2 heures aller-retour, il habite à proximité d'une activité agricole, d'un projet de méta, il n'en veut pas le week-end, c'est moche, c'est haut, ça dépasse le clocher, qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous voyez? Donc, ça, c'est sur la stratégie des contentieux. Troisième chose, Alain, qui était la question de savoir leur argument, moi, ce que je remarque quand même, c'est que les contentieux sont de plus en plus techniques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez, là encore, pardonnez-moi les clichés, mais c'est réel, ce que j'appellerais les retraités, qui mettent à la disposition des associations leur expertise. L'ancien cadre de GRDF, l'ancien cadre d'EDF, qui tout d'un coup intègre l'association environnementale. Et je peux vous arriver que les associations, elles sont rodées techniquement. Parce qu'aller s'opposer ensuite, quand vous êtes éleveur, à un argumentaire qui devient technique sur les gaz à effet de serre, comme je l'ai vu dernièrement dans des projets au fin fond de la Nièvre, les dossiers se transforment. On n'est plus uniquement sur une dimension juridique, on est sur une dimension technique. Donc le niveau d'exigence augmente, et donc, c'est ce que je disais ab initio, Alain, nos dossiers ICPE se doivent d'autant plus d'être extrêmement rigoureux et, j'allais le dire, à la hauteur des dernières données scientifiques disponibles. Mais dans cette phase où finalement on va au tribunal, tu accompagnes les agriculteurs. Comment vivent-ils cette période
d'un projet qui finalement est techniquement ou même juridiquement abouti, mais finalement qui est contesté. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que le tribunal va me donner raison ou pas? Comment ça se passe, le conseil, l'attitude que tu as auprès des agriculteurs? Comment le vivent-ils d'une manière générale? Alors, je rappelle quand même que la méthanisation, dans 80% des cas, est une activité agricole, au sens du Code rural et de la pêche maritime. Donc, si je précise cet élément, Alain, c'est pour vous dire que le projet de métha pour l'agriculteur, pour l'éleveur, c'est partie intégrante de son propre projet agricole. C'est très important, hein. Quand l'éleveur se lance, ou l'agriculteur se lance, ou un céréalier, dans un projet agricole, vous touchez à son domaine de compétence, vous touchez à son existence. C'est pas la même chose si demain Engie ou Total se lance dans son projet de méthanisation. Il faut faire la différence, hein. Il y a un pathos et une dimension psychologique qui est beaucoup plus forte. Il va sans dire que le contentieux, lorsqu'il naît et qu'un éleveur est partie prenante, c'est une blessure. Ça va animer tous les repas de famille le soir dans la cuisine de la ferme. Ça va animer les repas de chasse le dimanche midi. Ça va animer les assemblées générales et les discussions avec la Chambre d'agriculture. Tout le monde va se regarder dans le département. C'est-à-dire que les autres agriculteurs qui veulent se lancer dans un projet de méta vont se dire « Mais attends, là, mon copain, là, éleveur, là, il est en contentieux. Je vais attendre avant de me lancer. On va voir ce qui va se passer. » Donc il y a un effet systémique, boomerang. Et c'est vraiment une dimension auquel je vais insister, Alain, parce que le contentieux crée une fragilité sur le long terme avec le voisinage. Si vous voulez, on est déjà dans une époque de défiance entre la profession agricole et la société, même si on voit quand même qu'il y a une forte adhésion dans la société civile, il y a quand même une défiance dans certains territoires. Et ce genre de contentieux, vous savez, c'est comme les histoires de famille. Ça va rester et on ne va pas l'oublier. Donc qu'on gagne ou qu'on perde, finalement, il y a une cicatrice qui va rester et sur laquelle il faut quand même qu'on travaille sur le long terme. Parce que l'objectif, et là je crois que c'est les maires qui ont une grosse responsabilité en tant que j'allais dire, gardiens de la paix, hein, premiers magistrats, et trop souvent les maires sont loin de ces contentieux. Cette génération de nouveaux élus des campagnes, que je regrette, qui fleurissent eux aussi, ce que j'appellerais l'ancien professeur de sport de PS, malgré tout le respect que j'ai pour mes élus, hein. J'ai sorti récemment une tribune que j'ai intitulée « Maire et agriculteur, un double sacerdoce ». Oui. C'est l'occasion, Alain, de rappeler à la veille des élections municipales. Exactement. À chacun de se lancer. C'est pas trop tard. Je crois que la fin des listes, c'est la semaine prochaine. Une dernière question avant de te laisser partir et de plaider. Tu parles des associations de défense qui ont évolué dans leurs ordres, dans leur objet. Mais est-ce qu'il y a aux côtés des agriculteurs des associations, des organisations, sans les citer, mais d'une manière générale, qui viennent soutenir les agriculteurs dans leurs projets quand ils sont contestés par des associations de défense? Est-ce que ça existe? Est-ce que tu le vois? Oui, je le vois. Que ce soit au niveau national ou régional, il y a des entités, il y a des associations même de producteurs d'énergie dont le président, le bureau, les postes sont occupés par des agriculteurs et des éleveurs. Mais si vous voulez, c'est peut-être moi le message que je ne cesse d'alerter depuis quelques années, Alain, où je dis il est grand temps que l'interprofession rentre dans les prétoires. Trop souvent, les éleveurs, agriculteurs ont été seuls dans les prétoires. Et on a laissé les palais de justice remplis d'associations environnementales qui, elles, ferraillent sans qu'il y ait véritablement de contradictoire. Je ne vais pas vous cacher que quand moi j'ai un dossier important, comme par exemple, pardon, mais c'est la même accablie. Hein. Tout à l'heure, je vais défendre la solution cuivre contre l'ANSES à 14h qui a retiré tous ses produits. Je ne serai pas le seul. J'ai tout le secteur viticole avec moi, toute l'interprofession de la vitie. La semaine dernière, quand j'ai plaidé pour un projet de volaille de chair de X emplacement, j'avais l'Interpro avec moi en intervention. Donc ils viennent. Donc ils viennent, ils produisent en tout cas un mémoire de soutien, un mémoire ce qu'on appelle en intervention. Et je crois que ce contentieux aujourd'hui, on ne peut plus le vivre seul en tant qu'agriculteur-éleveur. Et c'est important de montrer aux juges administratifs que derrière le projet de l'agriculteur de méta ou d'agri-PV, c'est finalement un effet systémique qui est en jeu. C'est une région potentiellement qui regarde ce projet. Et ça justifie d'autant plus qu'on soit un peu les porte-voix auprès de ces interprofessions pour les inciter, elles aussi, à faire passer ces messages et à faire ce qu'on appelle de l'intervention volontaire. C'est une capacité pour un acteur qui est tiers à un contentieux
d'adresser un message au juge en disant « Je suis une interpro, je suis une association, je regarde ce projet avec beaucoup d'attention, je m'associe à la demande de l'agriculteur et de l'éleveur pour que ce projet soit maintenu et soit concrétisé par l'avenir. » Merci Timothée. On te laisse partir, prendre ton taxi et plaider cet après-midi en tout cas. Merci beaucoup. Je reviens à Karine et Antoine. Karine a parlé tout à l'heure des parties prenantes. Dans ces parties prenantes, quels conseils on donne aux agriculteurs? Vous m'avez parlé qu'il fallait identifier ceux qui étaient les opposants, mais ceux qui étaient aussi les soutiens. Enfin bref, comment gérer et comment identifier l'ensemble de ces parties prenantes d'un projet pour un agriculteur, lorsque j'ai, moi, agriculteur, un projet. Ok. Je réponds, mais après, je veux bien rebondir sur ce qu'il a dit. Mais bien sûr. Non. Alors, par rapport à... Pour continuer, en fait, il y a plusieurs tactiques. Donc, la première, effectivement, c'est en amont bien communiquer. C'est ce qu'a dit Timothée. Il ne faut pas... que le maire ou que la population elle soit tenue au courant par hasard par la Gazette ou un mail qui a été envoyé un dimanche soir, etc. Donc il faut vraiment bien communiquer en amont pour justement bien appréhender aussi quel est le profil les antécédents du territoire et le profil des personnes qui vont les voisins en fait qui vont cohabiter avec ce projet-là. Et après il y a plusieurs tactiques qui sont récurrentes qu'on lit dans la littérature. C'est à la fois limiter l'impact. Alors limiter l'impact dans le cas de la méthanisation, ça peut être soit réduire la taille de l'exploitation, mais parfois c'est pas vraiment conseillé. Si c'est déjà un petit projet de méthanisation, ça peut mettre en péril la rentabilité économique. Ça peut être aussi déplacer l'unité du moment qu'on n'est pas trop éloigné du réseau, si jamais on veut faire de l'injection. Ça peut aussi, dans certains cas, être le cas de diviser en fait en deux parties. Si c'est un collectif d'agriculteurs qui voulait mettre en place une grosse méthanisation, mais qui a proximité, c'est le cas d'un village qui a été estampillé plus beau village de France, là ça fait un peu tâche comme il dit, on voit ça, c'est plus haut que le sommet du clocher, donc là on peut aussi réduire et couper en deux l'exploitation. Après, il y a une autre tactique, mais qui est moins populaire en fait en France, mais qu'on retrouve dans d'autres cas d'exploitation énergétique ou autre, c'est la compensation avec le fameux chèque énergie. Donc là, c'est un peu plus compliqué, et notamment pour des agriculteurs, ça peut avoir un coût, mais on le voit de plus en plus, par exemple, dans le cas de l'éolien ou dans d'autres pays. Après, ça va être surtout, puisque je vous ai dit au départ, le problème de l'adhésion sociale, c'est cette asymétrie qu'il y a entre la valeur positive que va percevoir le porteur de projet, donc là, en l'occurrence, l'agriculteur, et les inconvénients, les externalités négatives que vont subir les personnes qui les entourent. Donc là, il y a aussi d'autres tactiques qui consistent simplement à rendre tangible l'exploitation, les bienfaits de l'exploitation de la méthanisation. C'est dans le discours, ça va être par exemple la création d'emplois locaux non délocalisables, ça va être la valorisation des déchets qui va après être dans le système de chauffage urbain, ce genre de choses. Et où après, il y a d'autres tactiques qui consistent à faire des portes ouvertes et à distribuer son digestat. Peut-être même parfois offrir un panier de fruits et légumes pour montrer en fait qu'est-ce que ce sera des déjections ou des restes agroalimentaires qui vont permettre de produire ce gaz, etc. Donc il y a ça. Ce que je voulais juste revenir avant de répondre, c'est que c'était très intéressant parce qu'encore une fois, tout ce qu'il raconte, moi je le vois dans les théories et dans les modèles conceptuels qu'on est en train de mettre en place. Je ne veux pas décourager les agriculteurs à faire de la méthanisation, mais je trouve que la méta, par rapport à un autre projet qui est l'agri-PV ou même de l'éolien ou du solaire, c'est très compliqué parce que c'est tout au long de la durée de vie du projet. Il y a des problèmes avant, il y a des problèmes pendant et il y a des problèmes après. Alors qu'une éolienne, lorsqu'elle est là, après, elle reste là et après, il n'y a pas de problème opérationnel, il n'y a pas de coût opérationnel aussi. Donc ça, c'était la première chose que je voulais dire. Et aussi l'autre particularité, donc il a parlé de ces associations qui vont faire des dossiers béton, qui vont être de plus en plus techniques. Et le fait d'être agriculteur, j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on avait un capital confiance, mais ça peut être à double tranchant, parce qu'il y a un autre argument aussi qui revient par les associations environnementales et pas que. Donc ça, c'est l'adhésion sociopolitique. C'est le fait que l'agriculteur, il doit avoir une fonction principale nourricière. Et la méthanisation, le fait qu'on va prendre des cultures pour les mettre dans la méthanisation, si jamais c'est flou, les gens ils vont en fait s'engouffrer, aller dans cette faille et ils
parce qu'ils peuvent voir la méthanisation comme une concurrence de l'usage de la terre. Et donc ça, c'est un argument aussi qui nécessite d'expliquer aux gens quel est le dimensionnement du projet, quels vont être les intrants et avoir voilà, encore une fois, une notion de communicant qui n'est pas gagnée. D'accord. Antoine, sur ces parties prenantes? Oui, merci beaucoup. Alors, je vais à la fois rebondir aussi sur ce qu'ont pu dire Karine et Timothée, c'est-à-dire que, alors, avant de juste aborder la question des parties prenantes, je rappelle que la méthanisation, c'est un secteur complexe, notamment parce qu'il se fonde sur 3 secteurs préexistants que sont l'agriculture, l'énergie et de plus en plus les déchets. Donc, c'est-à-dire que quand il s'agit d'identifier quelles sont l'ensemble des parties prenantes, qu'elles soient administratives, politiques, économiques, scientifiques et sociales, c'est un sacré bazar. Enfin, il faut bien avoir ça en tête. Et donc, il faut rappeler également les structures qui peuvent venir et qui accompagnent en fait les porteurs de projets. Ces organisations, elles sont de plusieurs types. Il y a les dispositifs régionaux. Alors là, c'est très hétérogène, évidemment, selon l'action publique régionale. Vous avez des régions qui sont extrêmement volontaristes sur la question de la méthanisation. C'est le cas pour la région Nouvelle-Aquitaine, où moi je suis. C'est probablement la région la plus volontariste sur la question de la méthanisation et du biogaz agricole. Et ça, voilà, ça diffère un peu, mais il y a souvent, ça diffère selon les régions, je veux dire, mais il y a des dispositifs d'animation et d'accompagnement des porteurs de projets qui existent dans quasiment toutes les régions. Et ça, c'est beaucoup de ressources mises à disposition des agriculteurs pour porter les projets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir des informations sur, par exemple, les acteurs économiques fiables, puisque ça a été un enjeu, notamment au début de la filière. Je pense à sa première montée en échelle au début des années 2010, avec des unités qui étaient pas performantes, avec beaucoup de casse. Donc c'est aussi des acteurs qui peuvent être de très bons conseils pour dire, voilà, on a des retours d'expérience sur tel bureau d'études pour vous faire l'étude d'impact et faire le dossier ICPE, sur tel équipementier, sur tel constructeur. Vous avez également, outre donc ces dispositifs régionaux, vous avez les antennes régionales de l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France, qui visent aussi à capitaliser et des retours d'expérience, mais également de l'accompagnement spécifique au territoire où se développe l'unité de méthanisation. Et enfin, je finirai avec quelques autres organisations spécifiques de la filière, comme par exemple le Club Biogaz de la T2E, l'Association technique énergie-environnement, qui rassemble, qui est un peu l'interprofession technique de la méthanisation. Pour ce qui est des parties prenantes, moi, la manière dont je raisonne pour clarifier aussi les choses, c'est de les spécifier selon leur fonction dans la filière. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur les acteurs administratifs et politiques. Alors, les acteurs politiques, c'est les élus, et au premier chef, effectivement, monsieur le maire ou madame la maire, qui doit être mise au courant. On peut rajouter les élus des intercommunalités, puisque l'intercommunalité est souvent conviée à la préfecture quand il s'agit de défendre le projet et d'avoir des informations sur les dossiers d'instruction à remplir pour les porteurs de projets. Il y a les acteurs administratifs, ce sont les services déconcentrés de l'État, c'est la DDT, c'est la DDPP, qui est donc la Direction départementale de protection des populations, qui va venir inspecter les unités de méthanisation. Et on pourrait rajouter les acteurs économiques, mais j'en ai parlé, c'est tous les acteurs qui vont intervenir. Là, j'ai parlé des bureaux d'études, j'ai parlé des constructeurs, des équipementiers. Il faudra bien sûr rajouter les fournisseurs d'énergie qui vont commercialiser l'énergie produite et évidemment les gestionnaires de réseau. Mais dans la préparation, quand on a discuté, tu m'as dit qu'il ne fallait pas oublier un des acteurs des parties prenantes qui était monsieur le préfet en personne et que c'était important. Tu peux développer ? Oui, bien sûr. Alors ça, c'est quelque chose qui découle complètement des lois de décentralisation et plus spécifiquement de déconcentration. C'est-à-dire que le préfet a un large spectre d'autorité à l'échelle des départements et des régions. Et il y a vraiment un phénomène d'appropriation et d'interprétation assez différencié des textes de loi, de la réglementation selon les départements et en fait, in fine, selon les préfets qui ont en charge d'accepter ou pas, par exemple, les permis de construire. Alors les dossiers sont instruits pas par le préfet, évidemment par des services consacrés, la DDT, la DDPP, je viens de les citer, mais c'est à la fin le préfet et son cabinet qui vont s'approprier et tamponner ou pas les propositions. Et effectivement, on observe, et ça c'est aussi lié à l'écosystème, aux configurations, au système politique administratif local, c'est-à-dire qu'il y a des problématiques spécifiques. Je vais prendre un cas, par exemple, dans les Pyrénées-Atlantiques, vous avez l'ancienne plus grosse unité de méthanisation de France, qui est BioBéarn, qui a été construite par Fonroche Biogaz, depuis rachetée par Total Energy. Et donc, il y a eu un certain nombre de conflictualités avec cette unité, mais également d'autres unités qui se sont construites à proximité. Et donc, l'engagement du préfet et des services, c'est de venir inspecter très régulièrement les unités de méthanisation pour s'assurer qu'il n'y a pas d'incident et également pour rassurer les populations. Mais ça, c'est le cas dans les Pyrénées-Atlantiques. Si je prends d'autres départements, la fréquence de contrôle, c'est une fois tous les 7 ans. Donc on voit qu'on a vraiment des styles départementaux d'appropriation de la réglementation qui est vraiment lié effectivement à l'appropriation des préfets.
Alors, les parties prenantes étant identifiées, finalement, est-ce qu'on peut les inciter à rentrer dans une gouvernance collective de ces différents projets pour faire en sorte qu'ils soient partie prenante du projet, mais acteur du projet ou co-acteur du projet? Ça se fait? C'est utile? C'est pas utile? Oui, ça se fait. Donc, c'est un autre sujet de recherche là, que j'avais mené il y a 5-6 ans, qui s'appelle les communautés d'énergie, donc là, citoyennes, où effectivement, vous ouvrez la gouvernance de vos projets énergétiques. Et Énergie Partagée, qui est la Fédération nationale des communautés d'énergie citoyenne, fait une sorte de liste de tous les projets énergétiques. Et parmi, il y a donc la méthanisation. Alors, dans le cadre de la méthanisation, tout dépend, encore une fois, je suis désolée, puisqu'on a dit... Et le problème de la méthanisation, c'est qu'il n'y a pas un projet qui dépend, qui ressemble à un autre, et je rejoins tout à fait ce qu'a dit Antoine, d'où la complexité aussi de rendre ce projet plus acceptable, parce qu'il faut faire du sur-mesure. Donc, si on regarde l'impact d'ouvrir la gouvernance, ça va dépendre des cas. Si jamais vous êtes un petit agriculteur, vous avez une méthanisation de taille moyenne, que vous êtes dans un territoire où finalement il n'y a pas trop, c'est pas un territoire de lutte, où il y a eu des antécédents qui vont être marqués sur un ancien projet industriel ou de méta qui s'est foiré, etc. Ça peut être coûteux parce que ce sont des coûts transactionnels. Ça va prendre du temps d'ouvrir la gouvernance. L'agriculteur n'a pas de temps. Ça peut avoir des coûts juridiques. Alors, monsieur l'avocat est parti, donc ça va, je peux le dire, ça peut être coûteux. Donc, dans certains cas, certes, ça pourrait avoir un effet bénéfique sur l'adhésion, mais ça peut mettre en péril la pérennité économique du projet. Par contre, dans d'autres cas, donc on a dit qu'il n'y avait pas que la méthanisation agricole, même si c'est une grande majorité des projets aujourd'hui. Il peut y avoir des projets qui sont portés par des collectivités territoriales. Puisque Antoine a donné des cas, moi je vais parler d'un cas que j'ai étudié en Isère, à Aoste. À Aoste, c'est les jambons. Et c'est là en fait où il y a une grosse industrie agroalimentaire, et la collectivité territoriale s'est dit mais pourquoi pas mettre en place un projet de méthanisation pour valoriser ces déchets bioagri, et puis on va demander aux agriculteurs du coin s'ils veulent pas participer, et donc dans ce cas-là ça peut renforcer la cohérence du projet, puisque c'est un déchet qui aurait pu ou aurait dû être incinéré, alors que là on va le valoriser et il va produire du gaz, donc ça apporte une cohérence. Et le dernier cas qui a été cité, ça va être, on va dire, des gros projets de méthanisation. Donc, il y en a un qui s'est installé dans le Dijonais, où là, vous avez plutôt des projets qui sont portés par des énergéticiens. Les noms des homologues ont été dits. Où là, vous avez un besoin d'assurer des intrants. Donc là, l'énergéticien, il peut avoir en fait intérêt à ouvrir la gouvernance avec des agriculteurs qui vont prendre part des actions dans ce projet. Et c'est du gagnant-gagnant, puisque les agriculteurs, en fait, ils ont un revenu qui va être certain du fait de la participation dans ce projet. Ils vont donner leur cive, leur déjection animale, etc. En échange de quoi l'énergéticien, il sécurise son intrant, puisqu'il a un gros projet et qu'il faut absolument qu'il mette des choses dans son méthaniseur. Voilà. Je vais essayer une réponse, je vais faire en deux temps. C'est-à-dire que, faut évidemment, et c'est ce qu'a très bien dit Karine, il faut différencier selon les types de projets. Il y a des projets où c'est plus ou moins facile de construire une gouvernance élargie avec, bien sûr, les acteurs agricoles, mais plus que les acteurs agricoles. C'est davantage facile pour l'éolien ou le photovoltaïque, par exemple. Pourquoi c'est moins facile c'est pas impossible, il en existe de très peu de cas, mais il en existe. Si vous allez par exemple sur le site d'énergie partagée, vous avez des cas de méthanisation avec une gouvernance élargie. C'est plus compliqué, mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la méthanisation s'insère dans l'activité agricole. Si je reprends les termes de mes collègues Guillaume Anzalone et Caroline Mazot, c'est que l'unité de méthanisation s'inscrit dans le prolongement de l'activité professionnelle des agriculteurs et des agricultrices. Donc c'est pas simplement quelque chose qu'on juxtapose ou qu'on pose à côté de l'exploitation. Ça s'insère complètement dans l'activité professionnelle. Donc c'est plus compliqué d'ouvrir la gouvernance d'un projet qui s'insère dans une activité spécifique qui est celle de l'agriculture. Néanmoins, ce qu'on observe, et ça c'est vraiment, après je reviens sur les styles départementaux de fonctionnement, et notamment au niveau des services de l'État, des services en préfecture. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui s'installe, et ça dépend vraiment des capacités, des possibilités offertes aux services de l'État, une confiance qui peut s'installer par
une inspection et pas simplement une inspection, c'est un dialogue récurrent dans certaines scènes identifiées. Cette scène, ça peut être des pôles ENR, ça peut être des conférences territoriales. Donc ça, c'est autant de choses qui sont issues des différentes lois qui se sont succédées sur, par exemple, le développement des énergies renouvelables, mais pas seulement. Il y a des scènes où peuvent se discuter, et en dehors justement d'un cadre un peu contraignant qui est celui du contrôle ou de l'inspection, où on peut échanger sur quelles contraintes vous avez rencontrées, quelles sont les possibilités ouvertes. Donc c'est pas une gouvernance élargie, mais c'est des scènes où se rencontrent les différents acteurs impliqués dans ces projets et où une confiance, ça ne veut pas dire qu'on est permissif, c'est juste que on comprend l'intérêt de votre projet, on a tous et toutes conscience autour de la table des limites et des réglementations à respecter, et on va pouvoir parler de ça en bonne intelligence et de manière constructive. J'ai une dernière question pour clôturer ce forum, avant qu'on emmène tout le monde au Café des Agris, où nous aurons l'intervention d'agriculteurs, d'agricultrices qui expliqueront et partageront leur expérience de projets de cette nature. Une dernière question, sans aller jusqu'à cette gouvernance partagée, l'identification des parties prenantes, mais en fait, est-ce que l'agriculteur qui a un projet doit avoir en tête que finalement, à l'issue de cette concertation, son projet sera un peu modifié par rapport à l'idée initiale qu'il avait pour tenir compte de cette concertation, et que finalement c'est un processus qu'il doit prévoir, qu'il doit anticiper pour aboutir à un accord. Oui, tout à fait. La concertation, donc, elle est clé. Et avant de répondre, je voudrais dire que c'est souvent ce on l'observe de moins en moins, mais ça peut générer des frustrations chez les agriculteurs parce que de fait, ils estiment que c'est leur exploitation, c'est leur foncier, et ils ne voient pas en fait pourquoi ils devraient aller communiquer et aller dire sur mon terrain, je vais mettre un méthaniseur, ça va être un prolongement de mon activité agricole, et après tout, je vois pas pourquoi je devrais aller demander l'autorisation à mes voisins. C'est chez moi. Alors qu'on n'arrête pas de discuter depuis tout à l'heure, comme quoi c'est clé. Et c'est pour ça qu'il existe maintenant des bureaux d'études, apparemment, qui n'accompagnent pas toujours très bien, que ce soit au niveau réglementaire ou même aussi dans l'accompagnement, justement, sur les côtés plutôt sociaux. Mais cette concertation, elle est clé et elle permet effectivement, comme aux échecs, d'avoir des profondeurs stratégiques. Comme par exemple, tout à l'heure, je vous parlais de cette stratégie de limiter. Peut-être que lorsque vous allez rencontrer, vous allez mettre une action d'information publique, vous allez expliquer que votre projet va être installé là, mais vous avez prévu en backup que si jamais ça cristallise, si ça crispe les gens, vous avez déjà identifié un autre emplacement qui certes vous coûterait plus cher, mais qui vous permettrait quand même de maintenir, d'avoir l'acceptabilité sociale tout en maintenant la rentabilité économique, puisque c'est toujours cet arbitrage-là qu'il faut maintenir. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir en fait des processus itératifs, et que la première brique en fait de n'importe quel projet, c'est justement d'aller prendre la température pour voir où sont les points de tension, pour essayer justement de calmer dans cette matrice, comme j'ai dit, surtout si les associations dont on a cité, on n'a pas donné le nom, mais on voit tous de très bien de qui on parle, elles vont après faire le relais et professionnaliser, on va dire, les contentieux. Antoine ? Oui, tout à fait. Alors, et là, on retrouve, juste pour reprendre ce que disait Timothée tout à l'heure, la fonction et l'enjeu des élus locaux et notamment dans cette capacité à réussir à créer les conditions du dialogue entre, par exemple, les porteurs de projets et des riverains qui pourraient être opposés au projet. Là où je veux en venir, c'est-à-dire que moi, les cas où j'ai vu effectivement des porteurs de projets ouvrir la question de la concertation aux riverains, ça s'est plutôt bien passé. En tout cas, il y a eu des améliorations qui ont été apportées, et les cas que j'ai pu voir, alors moi j'ai pas du tout un échantillon représentatif, mais les cas que j'ai pu voir, il y a eu par exemple des agriculteurs qui ont créé un site internet pour recueillir de manière anonyme les suggestions de leur entourage géographique, je veux dire. Et ça souvent, et d'ailleurs quand j'ai fait des entretiens avec ces agriculteurs, ils m'ont dit mais en fait ça m'a aidé. Effectivement, il y a des choses auxquelles j'avais pas pensé. C'est-à-dire que rétablir un chemin communal pour éviter que le camion, enfin que les bennes passent devant, ça j'y avais pas pensé, on l'a fait. J'ai financé la restauration d'un chemin. Le fait qu'on me demande des haies pour cacher, oui, j'y avais pas pensé, mais pourquoi pas. Mais pour en arriver là, parce que moi, à chaque fois qu'il y a eu j'ai eu beaucoup d'agriculteurs méthaniseurs qui disent mais moi je ne suis pas du tout contre améliorer, mais en fait il faut qu'on puisse discuter et sans que je me fasse insulter. Donc il y a vraiment, l'enjeu c'est pas tant est-ce que les agriculteurs méthaniseurs sont prêts, là je prends le cas de la méthanisation, sont prêts à améliorer leur projet. Moi les cas que j'ai pu voir c'est oui,
je répète, ce n'est pas représentatif. La question, c'est celle des conditions du dialogue pour arriver à faire une concertation efficace et pertinente. Merci bien. Merci à Karine, merci à Antoine, merci à Timothée. On n'a pas épuisé toutes les questions parce que j'en avais encore dans ma besace, mais peut-être que dans la discussion du Café des Agris, on les aura. En particulier, on voit naître des médiateurs quelquefois sur le terrain, et donc peut-être que ce sera une question qui viendra. Mais monsieur, je vous invite tout de suite à aller au Café des Agris parce que ces experts vont nous suivre et on pourra échanger. Je vous en prie.